Merci à vous d'être là. La première chose que je veux vous rappeler, c'est qu'on a pris parti d'enregistrer la séance à partir du moment où il n'y a pas de séance de pratique individuelle en groupe ou en sous-groupe. Donc, comme ça, vous le savez. On va voir ce qu'on en fera ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Et il me reste à remercier Michel d'avoir accepté cette invitation suite à cette masterclass que moi j'ai assisté en direct. Et c'est vrai que assister en direct, ça a quand même un petit goût un peu différent encore que l'enregistrement, parce qu'on faisait dire, là il est à quelques secondes près Mm. actif en face de nous, quoi. Mm. C'est quelque chose quand même de différent. Mais malgré tout, pour ceux ou celles qui ne comprennent pas le français, je pense que tu as fait un L'anglais. travail gigantesque, gargantuesque de traduction. Comme tu disais tout Mm. à l'heure, avant la session, ça t'a pris quelque chose Ouais, comme plus 22 heures à peu près pour faire les transcriptions et traductions parce que ça parle vite, quoi. Et 2 heures, c'est long. À l'écrit, c'est long. Est-ce Ouais. qu'il n'y a pas des phénomènes de transe dans la retranscription qui t'a Si, transformé? si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme dans la traduction de manière générale. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Ouais, Mais avec Richard Bandler, peut-être un peu plus, on ne sait jamais, ouais, on ouais. peut imaginer. Mm. Alors, juste peut-être que tu te présentes, que tout un chacun sache un petit peu qui tu es et pourquoi c'est à toi que je le demande. Ok, ça marche. Oui, bon, bah, globalement, moi, je suis qui? Je suis un passionné, en fait. Un passionné de la vie, passionné du fonctionnement humain. Et j'ai eu la chance, aujourd'hui je dis la chance, d'avoir fait un très violent burn-out après 13 ans d'activité professionnelle dans un grand groupe automobile. Et la chance qu'on m'ait dit que j'étais un légume dans l'ambulance, qu'on m'a dit que je pourrais plus jamais apprendre, plus jamais gérer mon stress, que je pourrais plus jamais fonctionner en gros. Et la chance d'avoir un tempérament qui a dit que j'acceptais pas ça, quoi, tout simplement. Donc ça m'a créé beaucoup de curiosité. Et puis comme j'étais un petit peu, on va dire, à la limite de, ouais, à la limite, de manière générale, je me suis dit, je vais aller voir. Je me suis pris deux personnes que je me suis proposé d'aller voir pour m'aider. La première, c'était Tony Buzan, qui est l'inventeur des cartes mentales, donc du mind mapping, qui est l'expert, je dirais, mondial en apprentissage, qui était, puisqu'elle est décédée l'année dernière. Euh, et puis bah, également Richard Bandler, puisque j'avais lu beaucoup de bouquins de lui. Et puis voilà, je me suis dit que ça serait la bonne manière de procéder. Et puis bah, aujourd'hui, bah, je suis là et je m'amuse. Je m'amuse. Tu avais une connaissance antérieure à Richard Bandler de la Ouais, ouais. PNL? Ouais, ouais, bah, j'avais suivi. Moi, je suis un fou de la formation, en fait. J'ai été formé. Aujourd'hui, je crois que j'ai 284 certifications. Je passe à peu près 3 semaines par mois à me former. Pour ça, on me voit un peu partout, dans tout plein d'approches. Je suis un peu un boulimique de formation. Et par contre, effectivement, je me suis vraiment focalisé sur deux domaines qui sont justement la PNL et puis toute la partie apprentissage, mémorisation, fonctionnement du cerveau. Parce que je me dis, on peut pas être bon partout, mais par contre, c'est très important de s'ouvrir à plein d'horizons pour pas finalement se retrouver comme dans une sorte d'esprit sectaire, en fait. C'est-à-dire que, en gros, voilà, je suis formé à un truc et c'est la voie du salut, tout passe par là. Je suis pas du tout d'accord et c'est aussi ce que, alors ça étonne un petit peu les gens parce que je représente un petit peu Richard Bandler en francophonie et je dis la PNL, c'est pas du tout la panacée, quoi. On peut pas tout faire avec la PNL, clairement. Mais on peut faire beaucoup. Et c'est ça, je pense, le point le plus important pour moi, c'est que parmi tous les outils que je connais, effectivement, c'est celui qui ouvre le plus de perspectives, parce que c'est un méta-outil, c'est une sorte d'outil par-dessus les outils, en fait. Mhm. Si maintenant, avant d'aborder aussi bien la masterclass que l'aspect, je dirais, purement PNL, banlérien, comme je dis, je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est pas grave, on va l'inventer pour aujourd'hui. Euh, quand
tu as ce background antérieur en PNL et puis que tu allais à la rencontre pour la première fois ou les premières fois, quel a été le plus grand, on va dire, choc ou surprise ou étonnement ou déception, ouais. Alors, c'était le mot déception en fait. Quand je suis allé en formation la première fois chez Bandler, vers la fin du deuxième jour, je voulais demander le remboursement parce que il passait son temps du matin au soir à raconter des histoires et des anecdotes. Et j'avais la sensation qu'il se foutait de notre gueule. Que payer ce prix-là pour écouter des histoires, c'était une arnaque. Et j'ai eu la chance qu'on m'a dit, bah, tu peux partir si tu veux, mais on te rembourse pas. Donc je suis resté jusqu'au bout. Et bien sûr, avec un goût très amer à la fin de la formation. Et là où il s'est passé un truc, parce que j'étais avec un ami à moi, Philippe, qui habite maintenant à Singapour. Et ce qui a été très étonnant, c'est que peut-être à peu près 6 mois plus tard, j'ai eu un certain nombre de prises de conscience. Je me suis rendu compte, moi qui étais alors hypnothérapeute, je travaillais vraiment à 90% dans l'hypnose, bah, je me rendais compte que mes séances qui duraient avant 1 heure, là, elles duraient même pas 20 minutes et que j'avais des meilleurs résultats. Et à chaque fois, j'avais tout le temps des anecdotes de Bandler qui me revenaient en tête. Et j'ai passé un coup de fil à Philippe à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Je lui ai dit ça et il m'a dit que c'était exactement la même chose pour lui. Et il s'est avéré effectivement bah, que alors qu'on était super réfractaire et puis complètement bloqué par rapport à cette formation, bah, ça a travaillé de l'intérieur. Ça a vraiment travaillé. Et bah, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, OK, on a merdé, parce que nous, on était dans l'analyse, alors que Bandler nous disait, voilà, faut surtout pas analyser, faut juste se laisser porter par ce qui se passe. Nous, on était dans l'analyse, et bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait de nouveau la formation une deuxième fois, en se laissant aller, et là, ça a été la surprise, mais alors, énorme, énorme, énorme. Voilà, donc première réaction, énorme déception. Et puis deuxième, ça a été un waouh absolument super, quoi. Ouais. Tu n'aurais pas un exemple concret de quelque chose qui t'a véritablement... Alors, bah, ouais, disons, c'est vraiment cette quantité phénoménale d'histoires et d'anecdotes. Vraiment, je te dis, on se demandait où est le contenu, en fait. Il est où le contenu? On attendait des techniques, on attendait un peu tout ça. Et en fait, tu te rends compte que finalement, ben, on n'apprend pas vraiment de technique. Et lui, ce qu'il expliquait au début, c'est que, on dit pour lui, il ne s'agit pas d'enseigner des techniques, il s'agit de t'apprendre à devenir la technique, que toi-même tu deviennes la technique. Et lui, il comparait beaucoup justement les choses aux arts martiaux. C'est pour ça que c'est intéressant, comme toi, tu es dans l'aïkido. Il comparait toujours ça aux arts martiaux en disant que ceux qui cherchent à appliquer une technique, c'est des mauvais praticiens des arts martiaux. Ceux qui deviennent la technique, ben en fait, ça devient des maîtres en fait. Et j'ai beaucoup aimé cette approche, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de tangible, c'est-à-dire que tu peux difficilement après évaluer ou mesurer tout ça, parce que ça devient en fait plus une histoire de cheminement personnel ou de progression personnelle plutôt que d'apprentissage. Et c'est une approche totalement différente finalement de ce que j'ai connu jusqu'à ce moment-là, en fait. Tu veux dire, et je pose encore cette question-là avant de laisser la parole aux participants s'il y a des questions particulières. Si par exemple quelqu'un vient te trouver en consultation d'accompagnement, quel que soit le nom qu'on donne à cet accompagnement, il vient te dire voilà, j'ai un problème, je sors d'un burn-out par exemple, Mm. une situation un peu concrète comme ça, et je ne sais pas quoi faire, et j'ai besoin de trouver une nouvelle énergie, enfin un cadre comme ça assez général. Euh, les questions qui vont venir, elles vont venir d'où et en quoi elles sont liées à l'apprentissage que tu as fait avec Richard Bandler. Alors, c'est même difficile à répondre parce que c'est totalement individuel par rapport à la personne qui est en face de soi. Mais globalement, l'approche, elle va être très stratégique. C'est-à-dire que
on va pas tant chercher à utiliser, on va dire, une technique donnée. Par exemple, la personne, elle se sent pas bien. On va pas forcément faire des trucs comme des switches ou les trucs standards de la PNL. On va être beaucoup justement dans l'utilisation intensive et très, on va dire, très profonde des alternances entre du métamodèle et du Milton model, en fait. C'est vraiment un jeu entre les deux, toujours avec une intention, c'est-à-dire qu'en gros, euh, métamodèle, bien sûr, pour recueillir de l'information, pour revenir à la structure profonde. Bon, je vais utiliser des mots un petit peu de la PNL, parce que c'est des mots qu'on connaît normalement à peu près tous, mais revenir vraiment au maximum à l'expérience que la personne est en train de vivre, plutôt que ses interprétations, d'accord? Et puis après, se servir énormément du Milton Model, puisque bah, voilà, pour Bandler, la PNL, c'est de l'hypnose. La PNL, c'est vraiment ça, c'est utiliser les états hypnotiques pour arriver à un résultat. C'est pour ça d'ailleurs que les premières modélisations, c'était Erickson, c'était également Virginia Satir qui était une excellente hypno. Vraiment, elle ne le disait pas ouvertement, mais elle avait un art incroyable à maîtriser les états de conscience. Euh, et je pense ça, c'est ça en fait qui fait tout ce côté un peu mystérieux, je dirais, de cette approche, et puis qui fait aussi que même moi qui étais hypno. Alors j'étais plus qu'hypno, puisqu'en fait j'étais un des cofondateurs du syndicat national des hypnothérapeutes, donc je connaissais un petit peu mon métier, quoi, on va dire, mais j'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir parce que tout est fait de manière subtile. C'est vraiment l'art de la subtilité, euh, l'art furtif, on va dire. C'est vraiment ça, on voit pas passer le truc. Et c'est intéressant parce qu'on on le sait même en hypnose, hein, qu'est-ce qui fait généralement que les changements ne marchent pas ou bloquent? C'est souvent justement les blocages en fait qu'on va mettre à un niveau conscient. C'est souvent là en fait où ça va coincer. Et je trouve super intéressant que il y a cet art et cette manière, je dirais, de faire les choses de manière furtive. Et j'aime ça parce que après, ça devient un terrain de jeu super intéressant. Bon, j'ai l'occasion de côtoyer des personnes peut-être qui sont un peu dans certaines sphères où on n'a pas forcément toujours accès. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, il y avait un bonhomme qui est un champion du monde de breakdance qui voulait écrire un bouquin qui bloquait complètement. Et on s'est retrouvés au restaurant à discuter tous les deux. On parlait pas du tout du bouquin, on parlait totalement autre chose. Mais voilà, dans la discussion, j'ai cherché en fait à l'aider à débloquer ce truc-là par rapport au bouquin. Et 2 semaines plus tard, il a fini son bouquin. Et le SMS qu'il m'avait envoyé, je le montre quelquefois en formation, c'est drôle. Il me dit, dis-moi, tu m'as débloqué quelque chose ou bien? Et en fait, là, directement, en fait, il a développé en fait exactement la créativité dont il avait besoin pour le faire. Et j'adore le fait que ce soit complètement furtif, c'est-à-dire on le voit pas passer. Et l'intérêt que moi j'y trouve, c'est effectivement de pouvoir apporter des choses aux gens dans un contexte qui n'a pas un contexte thérapeutique. J'aime bien cette notion de pouvoir apporter quelque chose aux gens simplement en allant voir la boulangère, par exemple, Mhm. sans avoir besoin d'un contexte de travail. Euh, et ouais, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Pour revenir progressivement à la masterclass qui a été enregistrée, Mm. il y a, il y a quand même parfois dans son propos, on entend quelque chose qui, moi, me paraît quelque part, pour être un peu caricatural, un peu mécaniste. On arrête ça, on change ça, on remplace ça. Tu vois, Ouais. on entend des métaphores très mécanistes dans sa pratique. Ouais, ben, parce que l'idée, en fait, je pense, et ça, je la partage totalement, c'est que comme on nous a jamais appris à prendre le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur, on a une illusion de pas avoir le contrôle.
Si tu t'imagines en train de conduire une voiture dans un désert avec des bosses et des trous de partout et que tu lâches le volant, bien évidemment, tu vas partir dans toutes les directions et tu vas te sentir victime de toutes les bosses qu'il y a autour de toi, tu vas te sentir victime de tout ton environnement. Par contre, si tu arrives à reprendre le volant, bien sûr, les bosses vont t'impacter, mais c'est pas elles en fait qui vont décider de où tu vas te retrouver, de dans quelle direction tu vas aller. Ça veut pas dire qu'en fait au moment où tu reprends le contrôle que d'un coup tout est facile, c'est pas ça. Mais au moins tu sais orienter la direction de ta vie. Donc bien évidemment il y a tout ce double travail, un peu comme ce qui se dit en hypnose, hein. On dit il y a un travail conscient à faire et il y a un travail inconscient. Mais effectivement, à un moment donné, il y a une responsabilité à reprendre. La notion de responsabilité, je trouve, elle est fondamentale parce que dès le moment où tu es responsable des choix ou des décisions de ta vie, dès ce moment-là, en fait, tu as des leviers d'action. Tant que tu es victime, bah, c'est l'environnement qui décide pour toi. Moi, c'était un peu l'état dans lequel j'étais après le burn-out. Quand tu as les médecins, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, qui te disent que de toute façon, tu ne pourras plus jamais rien faire, que ton cerveau, il a été atteint. J'avais 11 minutes en hypoglycémie, ce qui était énorme. On m'avait dit carrément, mon cerveau est physiquement atteint. Et ça s'est vu aussi derrière sur les scanners cérébraux qu'on a fait. Il était physiquement atteint et que c'était pas réparable. Euh, pour moi, c'était inacceptable après avoir lu notamment des bouquins comme celui Le pouvoir incroyable du cerveau de Norman Doidge, où il t'explique que le cerveau est hyperplastique jusqu'à des âges très avancés. Donc, à un moment donné, oui, il y a une décision consciente à faire, et cette décision consciente, ben, quelquefois, elle doit complètement braver les croyances et puis tout ce que les gens nous disent, en fait. Et cette vision mécaniste, ben, c'est une vision de responsabilisation. Mhm. Et moi, je suis vraiment d'avis que faire le travail pour le client, c'est la pire des choses qu'on puisse faire parce qu'on le rend dépendant. Et ça, c'est une chose qui pour moi était inacceptable. Moi, je refusais d'être dépendant même de médicaments et aujourd'hui, je le recommande à personne de faire ça. C'est de la folie de faire ça. Mais pour moi, c'était inacceptable d'être dépendant d'une personne ou d'une substance chimique, en fait. Et plus on peut être indépendant, je pense, plus on a de potentiel, de capacité d'aller loin. Et plus on se rend compte que, bah, à un moment donné, il faut ignorer aussi toutes les croyances limitantes et superstitions qu'on cherche à nous inculquer. Et je pense que c'est ça qui aujourd'hui fait que, ben voilà, quand tu regardes les systèmes éducatifs comme le système français, bon, ben, on est de loin pas les meilleurs hein, en France dans l'éducation, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Mais quand tu as un système scolaire comme le système finlandais qui est un des meilleurs au monde, ben, chaque année, ils remettent en question tout leur système. Chaque année, en fait, ils se disent, OK, on crée des classes expérimentales. Moi, j'ai la chance cette année de faire partie de la commission qui crée un nouveau système scolaire finlandais, en Roumanie notamment, où on monte des écoles expérimentales, des classes expérimentales. Moi, je suis responsable pédagogique là-dessus pour justement créer une manière de transmettre aux enfants qui soit totalement différente. Mais on se rend compte que voilà, il y a un acte conscient, c'est-à-dire ils pourraient se reposer sur leur laurier en disant on est parmi les meilleurs. Pourquoi on devrait remettre en question des choses? Ben, systématiquement, ils le font. Et je pense que nous, c'est une belle métaphore pour nous en tant qu'êtres humains. On peut avoir une vie qui est sympa, qui est agréable, mais à un moment donné, c'est important régulièrement de tout remettre en question, de se dire, OK, si maintenant j'avais la possibilité de repartir à zéro, qu'est-ce que je ferais de différent? Et c'est une vision très mécaniste, c'est un choix. À un moment donné, je me dis, ça va, mais je me dis, OK, je remets tout sur la table. Je remets tout sur la balance et je regarde qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je dégage. Et pour moi, ça a été un des gros apprentissages, justement, de responsabilisation, de choix. Et après, effectivement, bah, une fois que le choix est fait, bah, tu as tous les outils derrière, toutes les manières de faire pour pouvoir rendre ce choix plus facile à assumer, je dirais. Donc, ce langage que j'ai qualifié de mécaniste, que tu appelles prise de responsabilité, reprendre le contrôle, est en fait un langage, je dirais, à un certain niveau de dialogue. Par contre, la pratique, elle, n'est pas aussi mécanique que les mots semblent vouloir le traduire, puisque Ouais, pas du tout. Ouais. Disons, il y a ce langage-là qui va jouer sur la partie, on va dire, très consciente de la personne,
où là, il y a des décisions à prendre. Et après, il y a tout le travail justement qui se fait sous le radar. Tout ce travail qui se fait au travers du langage, au travers notamment du travail sur les croyances, du travail sur que ce soit des recadrages, que ce soit plein d'autres choses qui se font vraiment d'une manière presque invisible, je dirais, pour la personne. Et c'est vraiment deux niveaux de travail complètement différents. Mhm. Alors, ça va me permettre d'introduire la question que je voulais encore te poser avant d'ouvrir les questions aux autres. Euh, c'est- Qu'en est-il de je veux dire, de l'éthique ou de l'écologie? Est-ce que tu ne peux pas, avec ça ou à cause de ça, induire des états, induire des caractéristiques que la personne ne veut pas, en fait? Ben, en fait, Pour c'est manipuler. ouais, je te dirais en fait que c'est la même question de se demander de l'éthique de l'utilisation d'un couteau. Tu peux faire plein de bonnes choses avec un couteau, tu peux faire énormément de dégâts aussi. La réalité, c'est qu'une mauvaise personne, même avec les meilleurs outils, pourra faire du mal. Et qu'une bonne personne, même avec des outils entre guillemets de merde, va pouvoir faire beaucoup de bien autour d'elle. Donc l'éthique, je dirais, elle est énormément liée à la personne. Maintenant, malheureusement, ça, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Dès le moment, effectivement, où tu peux créer du changement, ben, ce changement peut aller vers le mieux ou vers le plus mal. Par contre, je pense que plus les gens sont sensibilisés, mettons par exemple les manipulateurs ou ce qu'on appelle aujourd'hui les pervers narcissiques, c'est des gens qui utilisent la PNL qui l'ont déjà de manière native. J'ai eu la chance, quand j'ai travaillé à Hawaï pendant 3 ans, dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes, j'ai pu travailler notamment avec des psychopathes. C'est incroyable. C'est des pros de la PNL. Je veux dire, c'est des personnes, si tu les modélises, mais tu montes en niveau de manière incroyable. Mais eux, en fait, ont développé ces compétences au travers de, entre guillemets, leur folie, et ils sont devenus excellents dans l'utilisation du langage, dans l'utilisation de la manipulation en tant que telle, avec toujours l'objectif de satisfaire leurs propres besoins. Maintenant, effectivement, je pense que plus les gens sont sensibilisés à ces outils-là, plus également ils peuvent voir le truc venir. Et c'est ça, en fait, qui pour moi est important. Et c'était la raison aussi pour laquelle je voulais commencer à faire ces masterclass gratuites, parce qu'il ne s'agit pas que tout le monde apprenne la PNL, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de monde qui connaît ces outils, comme il y a de plus en plus de monde qui sont sur le marché, il y a aussi de plus en plus, entre guillemets, de victimes, de personnes qui l'utilisent mal. Et je pense que plus le niveau de conscience générale augmente, plus on peut prévaloir la société de ce genre de choses. Par exemple, il y a quelques centaines d'années, l'outil de pouvoir absolu, c'était la connaissance. La connaissance était limitée qu'à une élite. Et cette élite se servait de la connaissance, entre guillemets, pour manipuler les foules. Alors, on peut remonter encore plus loin avec l'Église, ou quand l'époque des messes en latin, où les seuls qui avaient accès à la connaissance, c'était l'élite. Les autres, bah, ils n'y avaient pas accès. Et là où ça a changé, c'est lorsque la connaissance a été mise à disposition à tout le monde. Là, effectivement, il y a eu ceux qui sont allés très loin au niveau connaissance, bah, comme aujourd'hui, on voit des gens qui font des études très hautes, il y a des gens qui font des études très basses, mais il y a un minimum vital qui est imposé à tout le monde. C'est l'école jusqu'au brevet des collèges. Et ça fait qu'aujourd'hui, la connaissance, ben, c'est un standard. Et je pense que tous les outils, comme des outils qui sont des outils d'influence ou qui pourraient être potentiellement des outils de manipulation, c'est, je dirais, presque une nécessité absolue dans notre société que les gens soient familiarisés à ça. Quand on regarde à quel point la pub a un impact sur l'être humain, le neuromarketing et compagnie, on se fait littéralement avoir, on se fait manipuler par des marques pour acheter des produits qui en plus sont mauvais pour notre santé. Parce que on le sait très bien, tout ce qui est les sucres blancs et compagnie génère une addiction, une véritable addiction, plus forte que l'addiction à la coke. Mais tout ça est autorisé. On se rend compte, maintenant, ils commencent à limiter un peu aussi les pubs sur tout ce qui concerne les cigarettes et autres. Mais c'est des trucs à la base qui sont mauvais pour nous. Mais il y a de plus en plus de personnes qui ont cette sensibilité-là et qui se disent, OK, c'est pas bon.
Et je pense que ça doit être pareil avec les outils d'influence, de manipulation. Si le public, de manière générale, a une connaissance au moins de base sur tout ça, on pourra s'éviter énormément de problèmes. Mhm. Après, il y a des personnes, bien sûr, qui vont se spécialiser dans ces domaines pour pouvoir aider, entre guillemets, mais au moins, ça va filtrer tous les incompétents et les gens dangereux, en fait, ceux qui vraiment utilisent le truc à des fins personnelles. Parce qu'on le voit hein, entre les coachs de séduction qui enseignent des techniques justement d'influence pour aller coucher le premier soir avec une fille, c'est là typiquement, ça c'est le genre d'utilisation qui est absolument inacceptable en fait. Parce que là, véritablement, on a franchi la limite de l'éthique, mais d'une manière juste scandaleuse en fait. Mhm. Ok, j'ai encore plein de questions, mais je vais ouvrir aux participantes et participants si, en fonction de ce qui vient d'être dit ou en fonction de la vidéo, si vous avez revu, etc., etc. Et si vous avez des questions, moi j'en ai plein, mais donc je ronge mon frein. Vous déconnectez le micro, vous levez la main, vous mettez un signe dans la conversation Zoom et puis voilà. Allez-y, la première question est la plus difficile. La suivante, ça roule. Nathalie s'assied, elle va poser une question, j'en suis sûr. C'est de la manip, ça, non, hein. Influence. Allez, allez-y, allez-y, allez-y. Non, personne? Si, hein. Mais, Ah, mais, mais, voilà, activé, je vois. Oh non, je ne sais pas. Je me mais regarde. ça, c'est peut-être la différence justement quand tu demandais est-ce que c'est de la manipulation ou quoi. Euh, la manipulation, elle laisse pas énormément de choix à la personne. D'accord? Mhm. Quand tu manipules quelqu'un, littéralement, tu lui imposes quelque chose. À partir du moment où la personne a le choix, et où la personne finalement, même si ce choix, on oriente un peu dans une direction, tant que la personne elle a la capacité ou la possibilité de pouvoir dire non, tu restes dans le domaine de l'influence en fait. Mhm. En attendant que les questions émergent, et elles vont émerger, euh, euh, il y a un niveau praticien et master et derrière ça, il y a des évaluations et on évalue sur base de quoi si on... Bah, les évaluations Bandler, en fait, c'est un truc qui est pareil, c'est un choc la première fois quand on découvre ça. Aujourd'hui, il y a une mode très forte dans le monde de la formation de ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire en gros de se servir de jeux et puis de faire les choses de manière ludique. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a déjà 40 ans, Bandler, par exemple, dans les formations, bah, l'examen, à la fin, c'est pas du tout un truc sur papier, c'est des jeux. Mais c'est des jeux qui sont extrêmement révélateurs des compétences. Ce qui fait que c'est des jeux, lorsque tu vois les personnes interagir dans ces jeux, tu vois très bien si la personne a intégré le truc ou pas. Donc la personne ne sait pas forcément à quelle sauce elle est en train d'être mangée. Par contre, pour tous les assistants et pour tous les formateurs qui sont là, on voit ce qui est en train de se passer. Et Bandler disait, hein, pendant 30 ans, il était critiqué constamment par rapport à ça, en disant que c'est pas sérieux, que ci, que ça. Ben aujourd'hui, il disait, la plupart des gens qui critiquaient sa manière de faire, aujourd'hui, ont adopté la même chose. Une manière similaire, en fait, de fonctionner, en se servant justement de mise en situation, de jeu, etc. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est le problème des examens à l'école. Moi qui travaille beaucoup dans le monde de l'éducation, je travaille avec le ministre de l'Éducation de Malaisie, je travaille avec le ministère de l'Éducation du Mexique. Le vrai problème qu'on a, et c'est un problème qu'on voit beaucoup en France, c'est que lorsque il y a un examen scolaire, par exemple, on n'est pas vraiment en train de mesurer les connaissances des élèves. On mesure leur capacité de gestion du stress. Parce qu'en réalité, tu peux en avoir qui maîtrisent leur sujet sur le bout des doigts, mais qui se retrouvent devant la feuille d'examen et à cause du stress, page blanche, et ils loupent leur examen alors que toute l'année, ils avaient des bons résultats.
C'est pas vraiment le niveau d'intégration qu'on mesure. Et c'est ça le problème de ce type d'examens qui sont, je dirais, à un moment donné dans le temps. Là où tu évalues véritablement le niveau d'intégration, c'est lorsque la personne n'est pas polluée par son système hormonal, on va dire, par tout ce qui va être hormones de stress, adrénaline, cortisol. Là, tu vois vraiment comment la personne fonctionne. Elle n'est pas en réaction à quelque chose. Elle est vraiment authentique. Elle est alignée à ce moment-là. Et là, effectivement, tu peux voir qu'est-ce qui a été intégré et qu'est-ce qui nécessite encore du travail. Et pour avoir mis en place notamment ces systèmes en Finlande, où on dégage la notion d'examen, où c'est vraiment le contrôle continu, entre guillemets, donc la capacité qu'a la personne à tenir dans la longueur, eh ben on se rend compte que le niveau final est nettement supérieur. Quand tu vois le système finlandais, les élèves vont à l'école 4 à 5 heures par jour, ils jouent énormément, euh, ils ont des vacances qui sont plus longues que partout ailleurs et ils sont parmi le top 10 au niveau du système éducatif. Alors bien sûr, il y a l'autre cas qu'on présente beaucoup aussi, mettons, c'est Singapour, qui sont numéro 1, mais à quel prix? C'est des élèves, et je le sais puisque ma cousine habite là-bas, elle a 3 enfants scolarisés à Singapour. Les élèves vont à l'école de 8 à 9 heures par jour. Ils ont tout le temps du travail à faire à la maison. Pendant les vacances, ils doivent justifier qu'ils ont des professeurs particuliers pour travailler tous les domaines où les enfants sont pas bons. Ils n'ont pas d'enfance, ils ne savent pas ce que c'est que jouer, ils sont ultra stressés, et notamment le plus grand de ma cousine, c'est limite des états dépressifs, mais ils sont premiers. Et là, c'est tout le débat de se dire, est-ce qu'il vaut mieux être premier dans un état comme ça, ou 10e en ayant une véritable vie et en profitant de cette vie. Donc, vraiment, la notion de stress, la notion justement infligée de stress, malheureusement est contre-productive. Et on le voit dans le système francophone, je dirais de manière générale, puisque malheureusement, c'est beaucoup le cas dans la culture francophone. Donc voilà, le système d'évaluation est énormément basé sur le contrôle continu, sur l'observation. Je te donne un exemple je te l'avais déjà dit à toi. Si je donne une formation, par exemple, à 12 élèves, on va être 2 formateurs constamment là, donc on est 2, et puis ça permet que pendant un parle, l'autre calibre tout ce qui se passe dans la salle, et on a entre 2 et 4 assistants qui sont eux-mêmes maîtres praticiens ou formateurs. Ça veut dire qu'il y a littéralement un maître praticien ou formateur pour chaque 2 élèves, parce que c'est extrêmement suivi. On observe tout, le moindre détail, parce que justement, comme c'est des outils qui peuvent être potentiellement dangereux, on croit vraiment dans l'importance d'encadrer tout ça. Que ce soit pas juste laissé au hasard, que ce soit pas juste, allez, je te transmets quelque chose et après débrouille-toi. Nous, ça nous arrive quelquefois le 2e ou le 3e jour de virer quelqu'un parce qu'on voit que la personne n'a peut-être pas, éthiquement parlant, les bonnes réactions. Et ça, c'est simple, hein, il suffit d'aborder certaines thématiques comme justement les objectifs qu'ont les personnes. Et on a des personnes qui ouvertement te disent, voilà, moi je suis commercial et ce que je veux, c'est pouvoir vendre beaucoup plus de mes produits. Ok, d'accord. Mais après, quand tu creuses, tu vas avoir ceux qui se disent, voilà, ce que je veux, c'est être plus aligné en présentant mon produit et puis vraiment apporter l'information telle que par exemple, selon les systèmes de représentation de mon client, auquel cas c'est très bien. Et il y en a qui vont te dire ouvertement ou indirectement, ce que je veux, c'est réussir à manipuler le client pour qu'il achète. Et là, on n'est plus du tout d'accord. Là, typiquement, c'est viré et on les déclare côté Bandler et il ne pourra plus s'inscrire à une formation Bandler. Il est blacklisté, en fait. Donc, tout ce système d'évaluation a énormément sur l'observation et puis sur la capacité à s'assurer au maximum que la personne va être une personne entre guillemets de qualité. Voilà.
Ce qui est pas courant. En tout cas, j'ai pas vu dans d'autres formations que j'avais suivies. Mais moi, j'aime ça parce que je suis un petit peu, je suis un vrai perfectionniste en fait dans mon mode de fonctionnement et ça me correspond bien comme ça. Mm. Qu'en est-il, on pourra en prendre un Ah, exemple au j'attends. hasard, des niveaux logiques, le fameux modèle des niveaux logiques dans la formation PNL à la Bandler. Attends, juste un problème de son. Attends. Oui, parce que tu entends de... Ça va, tu m'entends? J'ai un peu de son, je te dis. Je vais juste changer de casque, ok? J'arrive. Je vais prendre un autre casque parce que là, mon casque a lâché. J'arrive. Alors, Elisabeth, tu n'as pas des questions? Euh, si, si, pourquoi pas, hein. Gilbert aussi, hein. J'en profite, hein, pour vous relancer. Et c'est qui? Mathilde. Je ne connais pas Mathilde encore. Comme en plus elle est en contre-jour. Donc je vais poser cette question-là et puis je vais revenir vers les autres là parce qu'ils se préparez-vous, préparez-vous. Euh, je prends un exemple concret, les niveaux logiques. Mhm. Tu connais ce modèle, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il a sa place dans la formation PNL Bandler? Oui ou Ouais. non? Oui, c'est juste qu'il a été simplifié en fait. Dans... en fait, Bandler, déjà depuis pratiquement le début, lui, il a 4 niveaux. Pour lui, il y a l'environnement, les stratégies, croyances et valeurs. Environnement, stratégie, croyances et valeurs. Et c'est intéressant parce que quand tu regardes au niveau de technique, je ne sais pas si vous connaissez le modèle de David Kolb, c'est un modèle justement utilisé depuis des années, hein. C'était un scientifique qui avait étudié comment transmettre de l'information pour s'assurer qu'un maximum de personnes rentrent dans le jeu et absorbent l'information. Il y a 4 niveaux à chaque fois. Quand tu regardes dans pas mal de modèles, on retrouve ces 4 niveaux. Et déjà, souvent, ça étonne les gens pourquoi il n'y a pas le domaine de l'identité. Et moi, c'était la question que je me suis posée, hein, c'est la première question d'ailleurs que je suis allé poser directement à Richard. Pourquoi, justement, il n'y a pas d'identité? Et sa réponse, elle m'a interpellé sur le coup. Il m'a dit, ben, écoute, l'identité, il dit, c'est la somme finalement de tout le reste. Mon identité, elle est définie par l'environnement dans lequel j'ai évolué, par les stratégies que j'ai développées, par des croyances et par des valeurs. Et il dit, pour moi, l'identité, c'est quelque chose de complètement mobile. C'est pas quelque chose de fixe. C'est-à-dire que il vaut mieux, d'après lui, avoir le présupposé que mon identité évolue constamment, plutôt que d'avoir un présupposé que mon identité est fixe. Parce que, de nouveau, ça devient une croyance limitante. Si l'identité devient une croyance limitante, ça peut devenir un problème. Euh, L'exemple que moi j'ai vécu, euh, imaginez une situation, alors c'est tragique, je suis désolé, je vais rentrer dans un exemple un peu tragique, mais voilà, vous êtes quelqu'un un citoyen tout à fait normal, tout à fait respectable, et un jour, comme ça, un de vos enfants ou un de votre conjoint se fait tuer dans la rue par une personne sans raison. Est-ce que vous ne pensez pas que votre identité va être sacrément altérée par ça? Elle va l'être, évidemment. Évidemment. Euh, Ça, c'est un exemple extrême. Mais un autre exemple, l'identité aussi est très contextuelle. Je ne suis pas la même personne quand je suis au travail et quand je suis à la maison. On entend souvent parler de chefs d'entreprise qui sont vus comme des parfaits salopards au travail, des salopards de première, et qui dirigent tout, qui contrôlent tout. Et quand ils arrivent à la maison, déjà, c'est le papa poule par excellence. Et surtout, à la maison, c'est madame qui porte la culotte. Vous voyez le truc? Ces notions d'identité, en fait, pour lui, c'est le résultat de tout ça.
Là, par exemple, ce qui va se passer, c'est que c'est l'environnement qui va transformer mon identité. En fonction de l'environnement où je suis, si je suis au boulot, j'ai une certaine identité. Si je suis à la maison, j'ai une autre identité. On peut avoir les stratégies également qui peuvent également bien transformer l'identité, les croyances également. Je vais changer un système de croyances et d'un coup, mon identité n'est plus la même. Je vais changer mes valeurs et ça peut varier d'un moment à l'autre de la journée. Et j'aime bien cette notion, j'aime bien en fait cette manière de voir les choses, euh, parce que je trouve que ça laisse beaucoup plus de flexibilité, je dirais, dans la manière de vivre les événements, dans la manière de pouvoir transformer même des choses qui fonctionnent déjà bien, mais pour les faire fonctionner encore mieux, en fait. Mhm. C'est marrant parce que je viens de partager dans la conversation pour tout le monde. C'est un article que j'ai écrit en 2011, je vois. Le niveau de l'identité n'existe pas. Ah, bah dis donc. Ouais, je pensais que je On ne pensais que sait c'était pas, du typique Bandler, mais en fait, non. on ne s'est pas coordonné au départ. En fait, c'était après Ouais. un séminaire sur le niveau de l'identité animé par Robert Diz il y a déjà pas mal de temps, manifestement. Et justement, ça allait un peu dans ce sens-là de dire qu'effectivement, c'est la somme de tout. Et Mm. après, ce que tu as posé comme question qui est très intéressant, c'est la notion de est-ce que ça fige ou est-ce que ça ne fige pas, quoi. Est-ce que Ouais. l'identité est dynamique? Alors, on peut parfois distinguer dans l'identité les rôles. Hein, ce que tu disais, c'est un peu les rôles quelque part. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Par contre, ce qui m'a étonné dans ce que tu as dit dans ces niveaux, c'est que c'était une question qui a été abordée sur le groupe pénéliste. Est-ce qu'on sépare ou pas les croyances des valeurs? Ouais, alors ça, c'est une grande question. Et effectivement, quand on regarde les valeurs à la base, c'est quoi? C'est des croyances qui ont une importance toute particulière. Et effectivement, souvent, la différence entre les deux est assez infime, en fait. Mais, ouais. Après, comme dit, il n'y a pas une science exacte, je pense. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est de chercher à simplifier. Et peut-être qu'un jour, il va simplifier le truc et il va passer à 3 niveaux, tu vois, en combinant croyances et valeurs. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, hein, c'est que euh, Richard Bandler, chaque année, fait évoluer des choses. On le voit, par exemple, même au niveau des techniques. Alors, ça c'est peut-être intéressant justement au niveau des techniques. D'une année sur l'autre, il y a des techniques qui disparaissent et il y en a pratiquement rien qui réapparaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une formation Bandler, tu apprends 4 ou 5 techniques en tout. Et lui, il est toujours dans cette idée de simplification, de se dire, voilà, comme Saint-Exupéry qui disait que la perfection ne s'atteint pas quand on ne peut plus rien ajouter, mais qu'on ne peut plus rien retrancher. Alors, c'était Saint-Exupéry, c'était repris après par Apple. Et j'aime bien cette notion, en fait. C'est vraiment une notion aussi liée aux arts martiaux. C'était Bruce Lee qui disait, je crains davantage quelqu'un qui pratique 1000 fois le même coup de pied que quelqu'un qui va pratiquer une fois 1000 coups de pied différents. Parce qu'effectivement, bah, ça crée, on va dire, une intégration beaucoup plus forte. Mais après, je pense qu'il n'y a pas une manière de faire. Après, c'est des styles. Souvent, on me demande oui, pourquoi je suis parti Bandler et pas Grinder. Tout simplement parce que les styles me plaisaient plus. Bandler, c'était un fou toute sa vie, un parfait malade mental, mais qui s'assumait totalement, hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tout expérimenté. Même la drogue, il a tout expérimenté sur lui-même. Et ce qui est marrant, c'est ça qui est fou, c'est que il a passé sa vie à, à être complètement taré. Et quand on le regarde maintenant, il est en costard-cravate, il est tout posé, etc. Et ça a été justement ces 5 dernières années où finalement il a fait un peu le bilan de sa vie, puisqu'il faut savoir quand même qu'il a eu des moments assez tragiques. Il s'est retrouvé aussi en fauteuil roulant après un AVC. Et puis, pareil, il devait plus pouvoir marcher du tout. Et il a fait tout ce qu'il fallait. Et puis là, maintenant, bah, il n'a jamais été autant en forme qu'aujourd'hui. Mais c'est vraiment en fait une histoire de vie fantastique où finalement, bah, vous voyez, il y a des gens qui sont trop sérieux, comme je parlais du système de Singapour avec les enfants qui sont ultra sérieux. Et quand ils arrivent à l'âge adulte et qu'ils ont enfin de la liberté, c'est là qu'ils commencent à faire des conneries.
Et lui, c'est l'inverse. Il a fait des conneries toute sa vie et à un moment donné, en faisant le bilan, il se dit, mais en fait, c'est pas ça la vie. Et pour moi, c'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est un bel apprentissage aussi de vie. C'est de se dire, ben voilà, il y a des moments où on fait des conneries parce qu'on se croit immortel, hein. C'est ça. Les ados, pourquoi ils roulent à 200 sur l'autoroute quand ils ont le permis? Parce qu'on se croit immortel à cet âge-là. On a l'impression qu'on peut tout faire, que tout va. Et à un moment donné, quand tu frôles la mort, ben, ça a tendance à remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et ça, c'est un cheminement que moi j'ai beaucoup aimé, en fait, qui moi m'a beaucoup parlé. Il a gardé ses côtés provocateurs malgré Ouais. tout. Ah, totalement, ouais. Bah, tiens, un exemple. Ah, bah, tu demandais un exemple avant d'un truc complètement dingue par rapport justement à tout ce qui est conscient, inconscient. Ok. Je suis à ma deuxième formation. Donc, je refais le praticien parce que, voilà, j'avais merdé le premier. Je fais le deuxième praticien. Je suis assis au deuxième rang. Et Bandler calibre tout et tout le monde. Là, clairement, c'est même avec une salle, bah, même avec 200 personnes, quelquefois, quand il fait des trucs énormes, il calibre tout. Et moi, j'étais discrètement en train de me bouffer les ongles. Discrètement, hein, vraiment, c'était pas ostentatoire ou quoi. Et je me sentais bizarre. En fait, je voyais qu'il me ciblait un petit peu. Et il disait des trucs, et à un moment donné, il s'arrête devant tout le monde. Il y avait à peu près 200 personnes dans la salle. Et il commence à dire, toi là, c'est absolument dégueulasse ce que tu es en train de faire. Tu te rends même pas compte que tu es en train de te bouffer les ongles. Si ça se trouve, avant, tu étais aux toilettes. Il y a des gens qui sont allés pisser, ils ne se sont même pas lavé les mains, ils ont touché la poignée, toi derrière, tu viens toucher. Si ça se trouve, ils se sont torchés le cul, ils ne se sont pas lavé les mains, et tu es en train de bouffer la merde et la pisse des autres. Je te serre plus jamais la main, toi. Et écoute, je te jure, il m'a pris à partie devant tout le monde, mais avec une telle bienveillance, je n'ai pas pu le prendre mal. Et les gens venaient vers moi après, ça va, comment t'as géré le truc? Et moi, j'éclatais de rire. Toute ma vie, j'ai essayé d'arrêter de me bouffer les ongles. J'ai jamais réussi. Depuis ce jour-là, je l'ai plus jamais fait. Mais il n'a pas que fait ça. Là, ce côté-là, c'était quoi? C'était le côté rationnel, c'était satisfaire le rationnel. Mais il a fait tout un travail avant pour qu'à un niveau inconscient, ça passe comme du beurre. Ça lui a pris peut-être, allez, en tout, si on devait prendre tout le pré-travail, et je sentais qu'il faisait quelque chose. Je savais pas quoi, je savais pas comment. Ça a dû prendre 10 minutes. Mais il a fait quelque chose que personne d'autre n'a réussi à faire avec moi. Et ça a été un exemple très flagrant. Oui, énormément de provoque, énormément. Euh, Parce que justement, à un moment donné, et c'est ce qu'il dit toujours, il faut se sortir le doigt du cul, quoi. C'est un peu l'expression, l'équivalent de l'expression anglaise qui dit ça quand on le dit en français. C'est une manière assez vulgaire de dire qu'à un moment donné, il faut aussi se bouger, quoi. C'est pas juste attendre qu'il y ait un changement miraculeux qui se fasse quelque part et que d'un coup, il n'y a plus de problème. Non, à un moment donné, il faut se décider. Le dernier exemple en date pour moi, c'était que, bon, bah, moi, typiquement, début de l'année, je faisais 110 kilos. Il y a eu le confinement qui commence. Je me suis jamais occupé de mon poids, jamais. Parce que, concrètement, pourquoi? Toute ma vie, j'ai vu des diététiciens, des nutritionnistes qui, à chaque fois, n'ont jamais réussi à me faire perdre du poids parce que j'étais bourré de cortisone quand j'étais gamin à cause de mes allergies. Et on m'a dit, non, non, mais ton système hormonal est complètement bousillé, tu pourras jamais perdre du poids. J'étais persuadé, donc j'ai jamais rien fait. Et quand le confinement a commencé, je me suis dit, non, si je fais rien, à la fin du confinement, je ferai 130. C'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est pas bon pour moi. Et je me suis dit, bah, je vais utiliser les techniques que j'ai, je vais utiliser ce que je sais. J'ai travaillé mes croyances limitantes, j'ai travaillé mes stratégies et j'ai perdu 20 kilos là depuis 2 mois et demi, mais sans faire de régime. Et ça, je le précise, je ne fais pas de régime. Donc j'ai changé un rythme de vie, j'ai dégagé mes croyances et j'ai travaillé, on va dire, sur ce qui était nécessaire de travailler pour pouvoir perdre du poids. Et aujourd'hui, bah, je n'ai jamais fait un seul effort pour perdre du poids. Et jamais dans ma vie, j'ai réussi à faire ça. Donc ça aussi, tu vois,
c'est des exemples d'applications et je pense que c'est essentiel quand on fait de la PNL de l'appliquer avant tout sur soi. Pour moi, c'est fondamental parce que ma vision d'avant, ma vision initiale, c'était ça marche sur les autres, mais ça marche pas sur moi. C'est comme ça que c'était pour moi. Et puis ça marchait tant que, je dirais, la personne ou le client, entre guillemets, était dans le contexte du protocole que j'étais en train d'utiliser. Mais dès qu'il y avait un petit truc qui allait pas dans la recette de cuisine, bah, ça marchait plus. Et ça, pour moi, c'était frustrant dans ces notions de protocole, de technique, parce que à un moment donné, j'étais juste là en train d'essayer de trouver des nouveaux protocoles. J'allais sur les groupes, je disais, bah tiens, j'ai un client qui a telle et telle caractéristique, quel protocole je peux utiliser pour travailler avec. En fait, je me sentais vraiment comme quelqu'un qui fait de la cuisine, mais qui ne comprend pas les aliments qu'il utilise. Je le vois maintenant parce que bon, j'ai divorcé il n'y a pas très longtemps pour justement parce qu'on n'était plus sur les mêmes dans la même direction de vie. J'ai dû commencer à apprendre à faire la cuisine. Moi, quoi. Moi qui en a jamais fait. Et moi, j'étais vraiment dans cette idée au début d'appliquer bêtement des recettes. Donc j'avais une recette, j'applique, mais le problème que j'avais, c'est qu'à un moment donné, on dit il faut mettre de la coriandre et j'en ai pas, quoi. Et là, j'étais bloqué. Je savais pas, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, si quoi, par quoi je peux le remplacer. Et là où ça a changé, c'est quand j'ai laissé tomber les recettes et que je suis allé voir quelqu'un, donc un formateur en cuisine, qui m'a appris on va dire, la philosophie des aliments. C'est-à-dire que sont les épices, qu'est-ce qui fait que les mélanges sont intéressants ou pas, comment utiliser les mélanges sucrés-salés, quelles sont les différences de cuisson entre chaque aliment. Et aujourd'hui, je n'utilise plus de bouquin de recettes, mais ce que je fais, c'est bon. Et pour moi, c'est une belle métaphore en fait du fait de lâcher prise justement sur tous les protocoles et les techniques. C'est que c'est déstabilisant au début, comme pour les hypnos. Vous savez, il y a des hypnos qui utilisent des scripts. Ils ont des scripts totalement écrits qui font que lire. Mais en fait, on sort de l'idée même de l'hypnose qui est en fait une approche. Comment on dit? J'ai le mot qui m'échappe. Ouais, voilà, active en gros, utilisationnelle, voilà, qui utilise ce qui est en train de se passer. Et en fait, ça marche tant que la personne est réceptive à ce script. Et dès que la personne n'est pas réceptive, je sais pas, si par exemple dans l'environnement, il y a un bruit qui arrive et que tu ne prends pas en compte ce bruit-là dans la séance, ben la personne sort du truc et tu dis, ah ben mince, le script ne marche pas. Alors qu'en réalité, c'est juste que l'environnement, il y a une pollution que tu n'as pas prise en compte. Quand tu n'as pas de script, s'il y a par exemple une sirène de police qui passe, tu peux simplement donner une suggestion qui va dire « et chaque bruit que tu entends à l'extérieur te permet à l'intérieur de rentrer encore plus en profondeur pour arriver à la solution du problème que tu n'as plus. » Et là déjà, le truc qui était une pollution dans le cas du script, d'un coup devient un atout. Et c'est ça que je trouve fascinant vraiment, c'est de se servir de tout comme étant des atouts. Et là, ça devient puissant, pour moi en tout cas. Tu m'as fait émerger deux questions, mais une qui est liée à la vidéo. À un moment donné, il explique qu'effectivement, le principe d'élégance est le principe principal en PNL. Par contre, mais je ne sais pas si tu as vu ça dans la DHE, il dit là, dans la DHE, c'est exactement le contraire. Ouais. Là, on sature, on y met une couche. Tu Ouais. saurais un tout petit peu ce qu'il veut dire? Bah, déjà, est-ce que, juste par levée de main, pour que je sache, qui d'entre vous sait ce que c'est que DHE? Ok, ça marche. Bah, en gros, voilà. Vous savez, dans la PNL, il y a plein d'évolutions. Chacun crée des évolutions. Par exemple, il y a des trucs comme on appelle la PNL de 3e génération, 4e génération. Il y a le New Code de Grinder. Chacun a fait ses propres évolutions. Aussi, vous savez, si par exemple, vous avez par exemple, Bandler qui fait son évolution de la PNL, c'est aussi en gros sa carte du monde. Grinder qui fait le New Code, c'est sa carte du monde qui va en fait utiliser, qui va chercher à épurer le plus possible pour apporter quelque chose, on va dire, à la société. Bandler, en fait, lui, est parti d'un principe
c'est déjà, et ça m'a choqué la première fois, c'est qu'il dit, moi j'étais allé là-bas pour apprendre à modéliser l'excellence. Il a dit, je n'ai jamais enseigné la modélisation et je ne l'enseignerai jamais parce que c'est un outil trop dangereux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je suis venu pour ça. Et, et au fil de la formation, il explique un petit peu ce problème de la modélisation, et ça va être une intro justement à la partie DHE. Pourquoi il est arrivé à ça? C'est que, bien sûr, Bandler et Grinder, initialement, ont modélisé Milton Erickson. Regardez aujourd'hui ce qui est intéressant. Cette modélisation, elle a fonctionné. La preuve aujourd'hui, à l'époque, Milton Erickson se vantait, entre guillemets, d'avoir pu aider près de 30 000 personnes, et c'était absolument exceptionnel. Personne n'avait des résultats pareils. Tous les psychiatres des États-Unis lui envoyaient leurs cas les plus désespérés pour justement, en gros, prouver que ça ne marchait pas ce qu'il faisait. Et ça marchait à tous les coups. Aujourd'hui, quand on regarde dans les écoles d'hypnose, quand vous regardez les personnes qui sortent d'écoles d'hypnose, c'est pas seulement qu'ils utilisent les mêmes techniques qu'Erickson. Il y en a qui commencent à parler comme Erickson avec une voix super grave et super lente. Et en gros, on est arrivé sur beaucoup plus que simplement des techniques. C'est-à-dire que les gens ont commencé limite à devenir Erickson. Et ça a dérangé Bandler. Ça l'a dérangé parce que très rapidement, quand il a commencé à être efficace, des gens venaient vers lui et lui disaient « Moi, je veux te modéliser et être comme toi ». Et lui, il a dit, n'essaye surtout pas de devenir un Bandler. Deviens la meilleure version de toi-même. Parce que tant que tu essayes d'être Bandler, tu ne seras pas aligné. Tu vas peut-être être techniquement compétent, mais tu ne vas jamais atteindre l'excellence. Tu ne peux pas atteindre l'excellence en copiant quelque chose d'extérieur. Et c'est là que Bandler a trouvé un petit peu la limite de son système, de cette élégance, c'est de se dire voilà, qu'on est tous différents. Et que malheureusement, ça ne se résume pas juste à développer une compétence. Et moi, ça, c'était un des aspects qui m'avait aussi refroidi un peu par rapport à la PNL. Alors, je vous le dis tout de suite, j'adore Robert Dilts. Je suis beaucoup en contact avec sa femme, etc. C'est pas une critique, ce que je vais dire. Mais c'est intéressant à observer. Quand j'ai vu les bouquins qu'il avait écrits sur les stratégies, notamment sur les stratégies d'excellence de Tesla, etc., moi, ma réaction première a été de me dire « Waouh !» Ça veut dire qu'il va y avoir plein de Tesla, de Mozart, de nouveaux génies en fait qui vont apparaître après la lecture de ce bouquin. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et je me suis dit, où il est le problème en fait? Qu'est-ce qui fait que dans ces cas-là, ça ne marche pas? Et ça, j'ai commencé à le comprendre justement en développant ces concepts de Richard Bandler sur l'idée que modéliser, en fait, c'est pas la bonne solution. Alors, ça peut paraître étonnant, surtout que moi, voilà, typiquement, les gens, ils le voient en allant sur mon site, j'étais très mauvais lecteur. Et 3 mois plus tard, après avoir commencé à travailler ça, je me retrouve 3e au championnat du monde de lecture rapide. J'ai fait plein de trucs comme ça. Et tout le monde dit, waouh, mais comment tu as fait pour modéliser tous ces gens-là? Eh ben non, je ne les ai pas modélisés. C'est pas de la modélisation que j'ai fait. Parce qu'en modélisant les champions du monde de lecture rapide, le problème, c'est que j'aurais modélisé leur stratégie, mais j'aurais pas pu modéliser leur environnement. Et Bandler, il dit lui-même, si tu veux devenir un Richard Bandler, commence déjà par le bras que je me suis cassé à l'âge de 3 ans. Ça a été très structurant dans ma vie. Il dit ensuite, continue par la coke que j'ai commencé à consommer à 14 ans. Ça a été la grande source de créativité pour moi, il dit. Continue par tout ça, recrée mon environnement, et oui, tu vas devenir un Richard Bandler. Tu vas devenir un génie créatif. Mais c'est pas juste en appliquant un pattern ou alors une succession de canaux visuels, auditifs ou kinesthésiques. C'est pas comme ça que tu vas devenir le génie Bandler, en fait. Donc, l'idée du DHE, c'est quoi? C'est de se dire, on est tous différents. On est tous différents, nos fonctionnements internes sont différents. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu d'essayer de recopier ce que les autres font, si je partais d'une feuille blanche, en partant de ce que je suis moi-même, et en me demandant, ok,
pour devenir champion du monde de lecture rapide, de quoi j'ai besoin? Et de construire ce truc-là à partir de ce que je suis. Mais ça marche que si tu te connais. Et c'est ça tout l'art justement de la PNL, c'est apprendre à se connaître. C'est pour ça, pour moi, l'usage principal de la PNL, c'est pas pour les autres, c'est pour soi-même. Parce qu'à partir du moment où tu te connais, là, tu peux commencer à développer des excellences. Et c'est en faisant ça, bien sûr, je suis allé poser des questions aux champions en cours de lecture rapide pour voir comment eux font. Mais plein de fois, je voyais une stratégie que l'un me disait et je faisais ça me correspond pas, ça marchera pas avec moi. Un autre me donne une stratégie globale, ça me plaît pas. Par contre, il y a un détail qui me plaît ici. Tiens, je vais le prendre, je vais le rajouter dans mon modèle à moi. Et au fur et à mesure, j'ai construit un modèle qui me correspondait. Littéralement, je me suis entraîné 14 heures. 14 heures chrono pour les championnats du monde de lecture rapide. J'ai fini 3e mondial. Pourquoi? Parce que j'ai créé un système qui me ressemble à moi. Et les gens me demandent comment tu as fait, je veux faire pareil. Et je dis, c'est un chemin que toi, tu dois faire. C'est pas un chemin que je peux faire pour toi. Et si je te dis comment moi j'ai fait, tu seras peut-être 1500e mondial. Tu seras pas au top. Mais le DHE, c'est un petit peu ça. C'est je pars d'une feuille blanche et je construis ma stratégie sur la base de ce que je connais de moi-même. Et je dessine ce truc-là, je l'applique, je le teste, je l'optimise, et à un moment donné, ça dépote. Et là, effectivement, ça fonctionne. Aujourd'hui, j'ai testé ça, tu vois, sur les lectures rapides, j'ai testé ça sur la perte de poids, j'ai testé ça également sur la capacité à faire des études. Aujourd'hui, pour te dire, j'ai mon activité professionnelle de formateur. Parallèlement à ça, je fais de la recherche pour des hôpitaux américains en intelligence artificielle. Là, je travaille sur la reconnaissance ou retrouver un Covid sur la base d'une radio des poumons. Et aujourd'hui, les radiologues ont un résultat de 69% pour retrouver du Covid sur une radio des poumons. Moi, je suis déjà à 85% avec le système d'intelligence artificielle que je développe. Deuxième activité. Troisième activité, je suis en train de faire un MBA en intelligence artificielle. C'est une activité à plein temps normalement. Ils disent c'est 40 heures par semaine. Et parallèlement à ça, je fais encore un brevet fédéral de formateur en Suisse, qui est aussi une activité à plein temps. Mais par contre, je me suis créé, on va dire, mon modèle intérieur pour pouvoir gérer 4 activités plein temps en même temps et en plus de ça, avoir du temps pour faire du sport et pour bouger et pour profiter, quoi, tout simplement. Ça marche parce que j'ai pas cherché à modéliser quelqu'un d'autre. Je suis parti de ce que j'ai. Je suis parti de mon fonctionnement, de respecter mon fonctionnement et par contre de l'optimiser au maximum, tout simplement. Ça, c'est le principe du DHE, en fait, qui est très similaire à ce qu'on apprend dans les formations PNL. C'est juste que parce qu'il a une formation DHE, mais là, on va dire, c'est juste, on te fait prendre conscience du fait que tu sais déjà le faire, en réalité. Parce que tout ça, c'est ce qu'on voit en formation PNL en tant que telle. Pour ça, DHE, c'est une formation qui fait une fois tous les 5 ans, c'est quelque chose vraiment de très anecdotique. C'est plus une prise de conscience pour te montrer, voilà pourquoi ça marche. Voilà pourquoi lorsque tu te lances dans quelque chose, ça fonctionne. Et pourquoi avant, ça fonctionnait pas. Voilà. Donc DHE, c'est un petit peu ça. Les 3 lettres, ça veut dire Design Human Engineering. En français, ils ont fait une traduction un petit peu pompeuse, je trouve, qui veut dire ingénierie conceptuelle du génie humain. Ouf. Bon, je trouve que c'est un petit peu, ouais, c'est pompeux. En plus, un mot en plus. Bon, en gros, c'est quoi? C'est de l'ingénierie, en fait, finalement, du fonctionnement humain. C'est tout simplement ça. C'est comprendre comment fonctionne ma mécanique interne et puis se dire, à partir du moment où je sais comment ça marche, je peux l'optimiser. C'est comme les gens qui tunent des voitures. Ils connaissent, ils comprennent le fonctionnement du moteur et avec des petits ajustements, ils arrivent à te multiplier par 2 la puissance du moteur, etc. C'est le même principe. Ça passe que par la connaissance de soi. Et après, les outils, c'est anecdotique, vraiment anecdotique. Il n'avait pas l'air de dire aussi qu'il amplifiait, qu'il faisait toute une fanfare à partir
d'un jeu de flûte. Ouais. En fait, tout passe par l'idée que finalement, le fonctionnement humain est basé sur les émotions. On est des êtres émotionnels. Et malheureusement, on a tendance à démultiplier nos émotions négatives. Tu regardes une personne dépressive, c'est un petit peu ça. Tu regardes sa vie, quelquefois, elle a un conjoint qui l'aime, elle peut avoir des enfants qui l'aiment, etc. Mais la personne ne focalise que sur le négatif. Elle va focaliser sur le moindre détail. C'est le genre de personne où tu lui payes des vacances et c'est fantastique, peut-être, je sais pas moi, sur une belle île grecque magnifique. Et premier truc que la personne va dire, ah tiens, il y a une toile d'araignée dans le coin là. What the fuck, quoi. Attends, tu lui proposes le rêve et la personne, tout ce qu'elle voit, c'est la petite toile d'araignée qui est là. Elle voit pas tout le reste. Et ça, c'est quoi? C'est une émotion qui a pris le dessus. Et Bandler, il t'explique que pourquoi on aurait le droit de démultiplier les émotions négatives et pourquoi on n'aurait pas le droit de démultiplier les positives. Quand tu démultiplies les émotions positives, généralement on te dit ouais, tu es quelqu'un de superficiel, tu veux pas voir la réalité en face, etc. Donc culturellement, on accepte de démultiplier le négatif et l'horreur, mais par contre, faut surtout pas démultiplier le positif. Bandler, il fait tout l'inverse. Il dit voilà, ça va complètement altérer mon fonctionnement, donc autant le démultiplier au maximum, ce positif. Et moi, j'habite en Suisse aujourd'hui depuis 2 ans. Je reste constamment en émerveillement quand j'arrive à 10 km de chez moi, où c'est entre deux montagnes, il y a des cascades, il y a des chutes d'eau, il y a des lacs de partout. Je n'arrive pas à m'y faire tellement je suis en émerveillement. Il y a des moments, je vous promets, je m'arrête sur le bas-côté, je me mets à pleurer, tellement c'est beau. Et je vois tous les gens qui vivent là-dedans, qui passent, qui ne le voient même plus, et puis qui rêvent d'autre chose. Je me dis, mais tu as le paradis devant toi, il est là. Il est juste là, tu le vois même pas. À quoi bon aller chercher autre chose? À quoi bon aller chercher d'autres horizons alors que tu as le paradis devant toi? Et la plupart des gens, ils l'ont ce paradis devant eux, ils ne le voient pas, ou quelquefois, ils sont tellement conditionnés à être pas bien, qu'ils choisissent de ne pas le voir. Mais quand tu arrêtes quelqu'un, consciemment justement, il y a des moments quand j'ai quelqu'un avec moi en voiture, je m'arrête et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois là? Et là, d'un coup, l'émotion, elle revient. Ah ben oui, c'est magnifique. Il dit, qu'est-ce qui te plaît le plus? Ah ben la cascade ici. La cascade, c'est magnifique. Et il dit, pourquoi c'est magnifique pour toi? Ah ben c'est comme si tu as une énergie là qui, là d'un coup, tac, la personne commence à rentrer dans de l'émotion et elle ne passe plus jamais de la même manière à cet endroit-là. Les fois suivantes, d'un coup, ça devient un nouvel ancrage. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça qu'il est énormément dans l'amplification des émotions positives, de partir d'un petit rien, d'une petite graine positive et de la démultiplier à fond. Et à l'inverse, tous ces trucs négatifs, de se dire, voilà, j'ai une espérance de vie limitée, quoi. À quoi bon se torturer et se faire du mal? Si j'avais une espérance de vie de 1000 ans, pourquoi pas vivre 100 ans de dépression? Pourquoi pas? Mais quand tu as une espérance de vie tellement limitée où tu sais même pas si demain tu seras encore là, tu peux pas te permettre de gâcher ce temps-là, tu peux pas te permettre de saboter, je dirais, ce cadeau que tu as reçu et dont tu connais absolument pas la durée. Donc voilà, c'est un peu ça l'optique, on va dire, de cette démultiplication, je dirais, fanfarique, de fanpharaonique. Principalement par rapport à l'aspect sous-modalité, reste quelque chose d'important chez lui. Ah, totalement. Tout tourne autour de ça. Absolument tout. En fait, l'idée, c'est que on se représente la réalité au travers des sous-modalités. Donc, concrètement, le problème, c'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe autour de nous, c'est comment on l'encode. C'est pour ça que dans une même situation, tu peux avoir une personne qui va la vivre totalement positivement, même de se faire virer de son job. Il y en a qui disent, bon, ok, super, c'est une belle occasion pour trouver autre chose. Et tu en as d'autres qui vont se détruire avec ça. C'est qu'une histoire de représentation interne. Donc vraiment, aujourd'hui, si on devait résumer la PNL Bandler à un concept, c'est les sous-modalités. Tout tourne autour de ça. Le DHE, ce n'est que ça.
Je travaille mes sous-modalités d'après mon mode de fonctionnement. Et là, d'un coup, je peux atteindre des niveaux d'excellence juste incroyables. Et pour moi, ça passe vraiment par ça. Ça passe entièrement par ça. C'est pour ça que je suis très sensible à tout ce qui va être sous-modalité, mais surtout celles que je me développe à l'intérieur, mes dialogues internes, les choses que je me dis, tout ce que je visualise, les ressentis que je peux avoir. Vraiment, de pouvoir décortiquer ces ressentis, de me donner le droit de les changer quand ils ne me plaisent pas. Après, on va me dire, oui, mais après, c'est artificiel. Non, c'est pas vrai. C'est comme se dire que voilà, si maintenant tu es avec ta voiture dans le désert, là, dans les trous, quelqu'un, tu chopes le volant et puis ton voisin, il dit non, mais c'est artificiel, laisse la voiture faire son job elle-même. Non, non, quoi. C'est pas artificiel de reprendre le volant. Donc, c'est beaucoup des habitudes, et je pense que c'est des habitudes qui ont été ancrées, notamment culturellement, avec, on le voit, c'est très francophone. Pourquoi? Parce qu'on a, par exemple, une culture psychanalytique en France, où vraiment, c'est comme si on dirait l'inconscient était comme une sorte d'automatisme incontrôlable et incontrôlé, et que tout devait prendre du temps. Aujourd'hui, quand tu regardes les neurosciences, on le voit au niveau des changements, et ça, je t'avais parlé juste avant que je travaillais en intelligence artificielle. On sait aujourd'hui qu'une phobie, tu peux la développer en une fraction de seconde. Genre, tu es au Mexique, c'est ce qui m'est arrivé, d'un coup, tu te retrouves face à une tarentule qui est juste devant toi, en une fraction de seconde, tu peux développer une phobie, ou un accident de voiture, ou quoi que ce soit. Et la question que beaucoup se sont posées, c'est qu'est-ce qui fait que pour générer du négatif, ça puisse se faire en une fraction de seconde, et que pour générer du positif ou pour casser ce négatif-là, il faille 10 ans ou 15 ans. Et ça ne fait pas sens neurologiquement, parce que tu sais que finalement, tout ça, c'est des apprentissages. Une phobie, c'est rien d'autre qu'un apprentissage. Donc, c'est un fonctionnement neuronal qui te permet d'apprendre quelque chose. Et on sait bien que les apprentissages les plus rapides sont les plus efficaces. Exemple, levée de main. Qui d'entre vous se souvient ce que vous avez mangé au petit déjeuner le 8 mai de cette année, il y a un mois, à peu près? Personne. Qui d'entre vous sait ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? Levez la main. Ok, c'est à peu près logique. Pendant 10 ans, on l'a vu dans les news. Mais maintenant, je vais vous poser une question encore plus folle. Qui se souvient où vous étiez le 11 septembre 2001? Ok. Qui se souvient avec qui vous étiez le 11 septembre 2001? Ok. Qui se souvient si dehors il faisait beau ou moche le 11 septembre 2001? Et maintenant, question, qui d'entre vous a fait des feuilles de révision pour s'en souvenir? Personne. Vous l'avez appris comme ça, en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce qu'il y avait un environnement d'apprentissage, un environnement émotionnel. Et votre cerveau s'est pas seulement souvenu des tours jumelles, il s'est souvenu de tous les détails alentours totalement inutiles, absolument inutiles. Où vous étiez, avec qui vous l'a annoncé, il a tout mémorisé d'un coup comme ça. Et ce que Bandler, il explique, c'est que dès le moment où pour apprendre quelque chose, tu dois faire un effort, c'est que tu as la mauvaise stratégie. Et ça, c'est le secret de comment je fais aujourd'hui pour faire un MBA en parallèle d'un brevet fédéral, en parallèle de 3 semaines de formation par mois et 1 semaine de boulot. C'est ça, en fait, le secret, finalement. C'est que j'ai appris à créer des environnements propices à l'apprentissage. Et une fois que tu fais ça, l'apprentissage est immédiat. Tu n'as plus en fait d'effort à fournir. Alors ça peut paraître étonnant, et c'est ce que la plupart des gens me disent, mais ça marche et ça a été testé. On l'a fait dans une école à Genève, une école de la deuxième chance, qui s'appelle la MES, la Mutuelle d'études secondaires, avec des élèves qui viennent du monde entier, des élèves rejetés par le système. On a travaillé les stratégies avec les élèves. À la fin de l'année, ils avaient des meilleurs résultats au baccalauréat général que toutes les écoles privées de Genève. Articles de journal, la totale. Ça marche, ça marche. C'est juste qu'à un moment donné, on a tellement de croyances limitantes sur le fait que c'est pas possible, parce que si c'était possible, ça se saurait, qu'au final, on n'essaye même pas. Et c'est ça le problème. À cause de ces croyances, on n'essaye pas et on se bloque. Mais
moi, j'ai voulu le prouver par moi-même, j'ai voulu être, entre guillemets, une preuve vivante que ça fonctionne, surtout en plus avec un cerveau qui a été abîmé physiquement. Donc, c'est possible, mais après, ça demande à un moment donné un effort conscient pour se dire, OK, je décide de faire fi de toutes ces croyances limitantes. Je décide de me dire, OK, et si c'était possible? Et c'est ça, je dirais, le pas le plus difficile à franchir. Mais aujourd'hui, des exemples, mais j'en ai par centaines. Moi, je donne des cours de lecture rapide. Ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est les dyslexiques. Pourtant, croyance populaire, un dyslexique ne peut pas lire vite. Moi, j'ai des dyslexiques qui sont passés de 100 mots à la minute à 1000 mots à la minute en une journée. Des témoignages avec tout, et puis niveau de compréhension total. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que font les médecins et autres, qui voient la dyslexie comme une maladie, moi, je vois ça d'un œil totalement différent. Ce que je fais, c'est que je casse les croyances limitantes. Par exemple, vous savez, je montre pendant une formation les fameux textes, vous savez, où tous les mots d'une phrase, les lettres sont inversées et mélangées. Et en fait, vous pouvez lire ce texte assez facilement. Mais ce qui est génial, c'est qu'une personne non dyslexique va le lire avec un peu de difficulté. Un dyslexique, il te lit ça, mais comme si c'était écrit dans le bon ordre. Et généralement, ça fait un choc pour la personne dyslexique. Il se dit, c'est pas possible. Comment ça se fait que je lis mieux que les autres? Et une fois qu'on a fait ça, ben je leur recadre tout ça. Je leur dis, mais tu sais, le problème, c'est pas que tu es plus bête qu'un autre. Le problème, c'est que tu utilises des stratégies trop complexes pour une tâche trop simple. Un dyslexique a une stratégie auditive pour lire et pour écrire les mots. C'est-à-dire qu'il réinvente le fil à couper le beurre à chaque fois qu'il doit écrire un mot. Il va penser comment ce mot sonne, et par exemple, passion, il entend peu à ce, et le ce, il va se poser à chaque fois la question, est-ce que c'est deux S, est-ce que c'est un T, est-ce que c'est un CCDI? Il ne sait pas, donc il y va un peu au pifomètre. Alors que finalement, s'il avait une stratégie beaucoup plus simple qui serait juste visuelle, c'est-à-dire je visualise le mot, bah, il n'aurait aucun doute. D'accord? Donc le problème, c'est que le dyslexique est trop intelligent pour cette tâche trop simple. Et quand tu recadres ça de cette manière-là et que tu lui montres, en fait, il faut que tu deviennes un petit peu plus fainéant et un petit peu plus con. Et tu vas voir, tu arriveras à lire super facilement. Et ben, d'un coup, toutes les croyances, elles pètent les unes après les autres. Et la personne, elle a un potentiel qui explose à ce moment-là, vraiment. Donc, c'est qu'un jeu finalement. C'est qu'un jeu, c'est du recadrage, c'est après jouer sur les sous-modalités. On est vraiment sur un truc qui est d'une ludicité. Je sais pas si ça se dit. Ludique. Lucidité. Non, c'est vraiment le côté ludique, voilà, d'une ludiquitude excellente, quoi. Playful, tu veux dire. Ouais, complètement. Bon, j'ai posé plein de questions et j'espère au moins qu'une question va émerger du groupe. S'il vous plaît, pas quelle heure est-il? Et pas est-ce qu'il faut T ou deux S sa passion non plus. Ouais. Allez, Elisabeth, fais un petit effort. Non? Je ne sais pas si j'ai des questions. Une réflexion, un commentaire. Non, ça fait 3 ans que j'apprends, enfin je suis en apprentissage. J'ai mon maître praticien et je me dirige pour être psychopraticienne et à chaque fois que j'ai un client ou un patient, suivant comment je me positionne, ben, je revisite à chaque fois les modèles, j'essaye de les intérioriser pour que je puisse les intégrer et que ça devienne le plus naturellement possible avec la personne. Mais ça me demande un effort considérable. Hmm. Et je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, quoi. C'est voilà, et juste avec des mots comme voilà, environnement, stratégie, croyance, sous-modalité, métamodèle,
voilà, associer la personne à tous ses sens, à ses émotions, et ben, juste, moi je me dis, si j'ai tout ça dans la tête et que je m'associe bien à la personne, ça suffit. Mais Absolument. comme j'ai la qualité d'être perfectionniste, donc je vais toujours chercher voilà, la perfection et le mieux aussi pour être avec la personne. Et en fin de compte, peut-être que je passe à côté complètement voilà, de la mise en rapport, de la relation avec la personne, de cœur à cœur. Et voilà, se simplifier les choses. Et ben, finalement, on a atteint quelque chose de plus efficace. Que mon objectif est l'efficacité. Euh, voilà. Ouais, je trouve ça libérant. Hmm. Voilà, je trouve ça vraiment libérant. Euh, Ouais, peut-être juste par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que Oui, moi qui suis aussi très perfectionniste, en fait, moi, je me complexifiais beaucoup la vie, en fait. Je me complexifiais ouais, énormément la vie parce que comme en ouais, plus je suivais énormément de formations, d'un coup, je commence à regarder la situation du point de vue de l'analyse transactionnelle, après de la process com, après je me dis, tiens, si je regarde dans l'énéagramme, qu'est-ce que ça donne? Et au final, en fait, qu'est-ce que je faisais? Je passais des heures et des heures avec le client à tourner autour d'outils, alors qu'en fait, la réponse, elle est devant moi, en fait. ouais, C'est lui qui a la réponse. ouais. Et en simplifiant ma vision à moi, ça m'a permis d'arriver vraiment aussi à des niveaux de perfectionnisme encore plus intenses, mais vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire de faire un travail beaucoup plus puissant, beaucoup plus humain aussi. Euh, Ce que j'adore, c'est que c'est extrêmement fun, en fait, le travail, la vision de la PNL de Bandler. Tu t'éclates pendant toute la séance. C'est des fous rires, c'est des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des ressources extrêmement puissantes. On le sait même avec le rire, par exemple. Quand on est bien, on va en fait générer un sourire sur le visage. Mais à l'inverse, si je suis pas bien et que je fais un faux sourire sur mon visage, en 2 minutes déjà, je commence à sécréter de l'endorphine, je commence à casser la sécrétion de cortisol, à casser la sécrétion d'adrénaline. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ça veut dire que ce qu'il faut, dans le fond, c'est stimuler les ressources de la personne. Euh, une fois que tu fais ça, la personne, elle retrouve ses ressources à elle, ses ressources propres, on va dire, ses ressources les plus profondes, les plus puissantes. Et c'est génial de voir ça. Et la personne devient autonome. Et c'est ça que je trouve fantastique. C'est que la personne vraiment apprend à se connaître, elle apprend à distinguer ses propres limitations, mais aussi toutes les forces qu'elle a à côté. Et d'un coup, les limitations, elles deviennent obsolètes, je dirais parce qu'elle a toujours moyen de les contourner. Ces dyslexiques qui apprennent finalement la lecture, après, ils généralisent tout ça à plein d'autres choses. Et d'un coup, ils se rendent compte que la dyslexie, c'est une stratégie c'est une stratégie complexe. Et d'un coup, ils se rendent compte que lorsqu'ils utilisent ces stratégies de manière intelligente, ils arrivent à faire plus facilement des tâches complexes qu'une personne qui n'est pas dyslexique. L'exemple le plus frappant, alors ça j'ai le droit de donner ces noms-là, j'ai l'autorisation des personnes. Delphine DeWitt, qui est réalisatrice en fait de pubs, notamment pour la télé, et producteur exécutive, c'est elle qui fait une bonne partie des pubs qu'on a à la télé en France en fait. Elle dyslexique, mais alors au possible. Et en fait, aujourd'hui, pour elle, la dyslexie, c'est sa plus grande force. Elle se sert de ça pour être efficace dans son boulot en tant que producteur. Et moi, c'est pareil, on me demandait, bah tiens, si j'avais pu réécrire l'histoire, qu'est-ce que j'aurais fait de mon burn-out? Je dis, mais je l'aurais laissé, mais tel quel, quoi. Mais tel quel. Parce que c'est là vraiment que j'ai appris à, que j'ai appris qui je suis, en fait. C'est là vraiment que j'ai appris comment je fonctionne.
Et c'est grâce à ça que j'ai aujourd'hui tous les outils pour pouvoir avancer. Mais ça passe toujours par une phase de simplification, toujours de la simplification et vraiment de servir des ressources que la personne a en elle. C'est d'ailleurs un des présupposés de la PNL de base. C'est-à-dire que les ressources pour effectuer un changement sont déjà dans la personne. Une fois qu'on intègre ça, qu'on intègre ce présupposé-là, ben, au final, notre rôle, il est juste une sorte de rôle, on va dire, d'éclaireur ou de catalyseur, c'est tout. C'est pas à moi d'apporter une technique. Moi, je suis là pour créer le bon environnement qui va devenir pour la personne un environnement d'apprentissage, comme le 11 septembre 2001. Je suis un 11 septembre à ce moment-là. Et quand j'aide la personne à créer cet environnement-là et que d'un coup, je lui transmets son apprentissage, ben, c'est intégré en profondeur et c'est gagné à partir de là. Simplification à l'extrême. Autre commentaire avant qu'on termine, parce que l'heure avance, l'heure avance. La simplification me fait penser à une expérience que j'ai vécue en accompagnant un enfant de 4 ans Ouais. pour la première fois. Et il avait une peur, c'était la peur de s'étouffer quand il mange Ouais. de la viande. Et donc j'ai fait un peu de psychoéducation sur les émotions. Puis je lui ai posé quelques questions. Donc là, je n'ai pas utilisé de modèle, tout simplement. Moi, j'étais présente. Puis il disait à sa maman qui était à côté de lui, mais qu'est-ce qu'elle dit, la dame? On ne comprenait pas ce que je disais. Oh bah mince alors, je me disais en moi-même, bon, est-ce que je suis compétente ou pas? Enfin bon, de toute façon, j'avais décidé d'essayer. C'était une première pour moi de faire, d'accompagner un enfant de 4 ans, de surcroît en visioconférence. Et puis j'ai fait 2 séances de 20 minutes avec cet enfant en visio. Il voulait pas dessiner, il comprenait pas les questions que je lui posais. J'ai rassuré la maman parce que faut tenir compte de l'environnement. Ouais. Voilà, parce que les parents favorisent, comment dirais-je, aussi la guérison de leur enfant si on comment dirais-je, on les rassure, hein, parce qu'ils ont peur pour leur enfant. Et au bout de la deuxième séance, la maman me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a plus de peur. Ah bah Alors, super. le petit garçon, il me montre comme ça. Il a fait ça à sa peur. Il a tout compris. Je sais pas si tout le monde voit, mais il a fait ça à sa peur. Métaphorique. Voilà. Totalement métaphorique. J'espère Eh qu'Alice Groen ne deviendra pas végane, hein, parce que sinon tout ça pourrait. Mais Voilà, c'était simple et j'étais ouais, connectée avec lui. Il ne prenait pas forcément les questions que je lui posais. ouais, Je lui demandais de dessiner, il ne voulait pas dessiner. Et puis finalement, voilà. Qu'est-ce ouais, qui s'est passé? Je maîtrise pas. J'étais dans la relation et ouais. il y a eu du résultat. Super. Et, Voilà. et ça, tu vois, le cerveau métaphorique, super intéressant. Tu peux faire des trucs absolument géniaux. Mais juste vous raconter ma séance de PNL la plus rapide de ma vie. Ça a duré à peu près 20 secondes. C'est une femme qui était venue, qui depuis un peu plus de 10 ans avait des douleurs atroces aux intestins, mais atroces. Elle avait tout essayé, elle n'avait pas de diverticule, pas de problème de Crohn, rien du tout, tout allait bien. Et en fait, elle m'avait raconté, bah oui, que ça, c'est depuis en fait qu'un jour elle est rentrée chez elle et elle a vu sa mère pendue dans l'appartement. Et en fait, elle a été pendue par son mec, quoi, tout simplement. Et suite à ça, elle était tellement perturbée qu'elle est partie voir un énergéticien qui lui a dit qu'en fait, l'esprit de sa mère s'est coincé dans ses intestins et qu'elle l'aurait pendant toute sa vie. Ok. Oh Bon. là! Moi, j'appelle ça une croyance limitante. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me raconte ça et malheureusement, comme je suis d'esprit un peu bandelérien, un peu taré, quand elle m'a dit ça, j'ai eu un petit rictus. Et elle l'a mal pris, elle m'a dit pourquoi vous rigolez? Moi, je fais écoutez, j'ose pas vous le dire. Elle me dit dites-le quoi, c'est quoi le problème? Je lui ai dit écoutez, je pensais à une chose.
Votre mère, vous vous entendiez bien avec elle? Elle fait, ah oui, on était fusionnels. Moi, je dis, ok. Déjà, première question, rationnellement, est-ce que ça vous paraîtrait normal si vous étiez fusionnel et vous étiez bien, qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'elle passe son temps à vous emmerder? Et là, déjà, what the fuck? Déjà, première réaction, what Exactement. the fuck? D'accord. Première réaction, cassure de la croyance. Deuxième chose, là, je rigole de nouveau, elle me dit, qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi vous rigolez? Et je lui ai dit, non, non, mais j'ai une pensée à la con qui m'est venue. Je me suis dit que si elle a décidé vraiment de s'accrocher à vos intestins, elle n'est pas dans la merde. Et au début, elle a rigolé un coup. Elle s'est arrêtée. Elle a dit, non, mais vous êtes con, c'est pas possible. Et elle a explosé de rire. Elle a explosé de rire. Elle n'arrivait plus à s'arrêter. Quand elle s'est arrêtée, elle est devenue blanche. Elle m'a dit, j'ai plus mal. Je sens plus rien. Elle n'a plus jamais eu mal. C'était une croyance limitante. C'était juste une croyance limitante. Et ça a duré en tout 20 secondes ou 30 secondes. Mais c'est sûr, après, c'est un truc qu'on n'ose pas d'habitude. Mais j'aurais pu faire effectivement peut-être 1 heure de séance, peut-être 2 heures, 3 heures, faire des switches, faire des travaux sur les croyances. J'aurais pu faire plein de trucs. J'aurais pu choisir 4 ou 5 protocoles qu'on peut trouver dans des bouquins de PNL. Ça aurait certainement marché. Mais j'aurais passé 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 5 heures pour faire la même chose. C'est pour ça que la relation, elle est super importante. C'est que une fois que tu as compris, une fois que tu comprends que la personne en face de toi, c'est pas un objet avec lequel tu dois utiliser des protocoles, mais que c'est un être humain, une fois que tu comprends ça, tu te rends compte que finalement, il y a des solutions toutes simples. Et si tu sais, toi, avec le bagage que tu as, que c'est une croyance limitante, maintenant, il y a peut-être des trucs énergétiques, j'en sais rien. Mais moi, j'aime bien voir le truc comme une croyance limitante. Bah, qu'est-ce que je fais? Je casse la croyance limitante et j'adore les casser au travers de l'humour. C'est fantastique. Parce que ça Pour me génère aussi. ajouter, Ouais, vas-y, ouais. je pense que tu as complètement raison, tu l'as vu depuis le début, que c'était une croyance limitante. Et la preuve que c'était bien une croyance limitante, c'est qu'elle n'avait plus mal après. Ouais. Et que tu n'as pas eu besoin de faire un protocole pour Ouais. avoir ça. Exactement. Oui, enfin, c'est comme presque sentir que ça se balade par là. Effectivement, des fois, les croyances limitantes, elles peuvent disparaître en secondes, voire juste avec une réflexion et une pensée. Ouais. Et c'est Est-ce là que qu'on nous sommes... a tellement plus de contrôle que ce qu'on croit. On a plein de contrôle sur notre vie, en fait. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle t'a fait énormément confiance. Elle s'est pas posé la question et elle a tout de suite compris qu'en fait, il y avait quelqu'un devant elle qui était là pour l'aider. Parce qu'effectivement, tu as bien dit à un moment ou à un autre qu'elle rigolait, ou vous êtes un peu con, etc. Elle l'a pris peut-être un petit peu mal, mais en réfléchissant à l'intérieur, elle savait très bien que ça allait comme à la perfection pour elle. Ouais. Ouais. Là, et je vois ça aussi énorme, grand comme un bateau. Elle était consciente aussi qu'elle avait eu juste besoin de toi pour lui dire, madame, la question qui est top. Mais pendant combien de temps, là, elle va encore vous faire chier, là? Ouais. Être franche comme ça, des fois, c'est pas évident. On est bien d'accord. Bien sûr, bien sûr. Mais elle était consciente aussi qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et tu as juste venu lui enlever la petite poussière. C'est merveilleux. Ouais. Mais ça, en fait, je me permets ça parce que vraiment, la philosophie de Bandler, c'est que la vie est un jeu. Et un jeu, c'est une succession de parties. Il y a des parties qu'on gagne, il y a des parties qu'on perd. Mais l'avantage dans le jeu, c'est qu'on tente des choses. C'est qu'on se permet de tenter des choses. Et à partir du moment où l'intention est bonne, à partir du moment où vraiment tu es dans l'idée d'aider la personne, bah, tu peux te permettre de tenter plein de trucs. Mais il ne faut pas se faire polluer par le rationnel. Parce que si moi j'ai la croyance limitante que faire une mauvaise blague comme ça à ce moment-là, ça ne sera pas une bonne chose, je ne vais pas le faire. Bien évidemment, il y a toujours une limite à ça. On a toujours une limite. Mais il y a des moments où en fait on peut se permettre des choses et on se bloque, on va dire, on se bloque de manière trop systématique.
Et j'adore cette idée de prendre les choses pour un jeu. Et puis, c'est ce que j'adore faire quand je vais à la boulangerie, quand je vais n'importe où. Moi, mon objectif, quand je passe à la caisse, notamment d'un magasin, c'est de décrocher au moins 3 sourires de la caissière. Trouver n'importe quel moyen de lui faire 3 sourires et de lui faire au moins un bon compliment pour vraiment pour la féliciter de son boulot. Que je me dis, ils se prennent tellement de merde du matin au soir, tellement de connards qui sont là, qui sont en train de râler et tout ça. Si je me dis, si je peux la faire sourire 3 fois et vraiment faire qu'au moment où je parte, elle ait le sourire aux lèvres, je me dis, c'est gagné. Un jet set, tout fait. Exactement. Et ça me coûte rien du tout, mais ça me fait travailler ma PNL. Certains me disent, mais oui, mais comment je peux travailler à la PNL? Mais purée, tu as des gens partout autour de toi. Oui. Fais-leur vivre une belle expérience, fais-les sourire, change quelque chose. Fais que ces gens-là, au lieu de tirer la gueule, qu'ils soient heureux. Moi, quand j'ai des personnes qui sont en colère ou quoi, je m'en fous, même si quelqu'un vient et puis je sais pas, me prend à partie ou quoi. Je m'en fous. C'est drôle, je m'en amuse. Mais pas je m'en amuse d'une manière défensive, du genre, ah non, rien ne peut m'atteindre. Non, c'est pas ça. C'est un jeu. Et le jeu, après, c'est de me dire comment je peux transformer ce truc-là chez la personne. C'est de la manipulation. La personne, elle est mal. Elle me demande pas d'aller mieux, mais je la manipule pour qu'elle aille mieux. Voilà. Alors là, je ne suis pas d'accord avec la manipulation. Tu sais pourquoi? Parce que c'est facile à dire que c'est une manipulation. Nous, on donne un message et la personne, elle a le droit de le prendre ou le refuser. Voilà, c'est ce qu'on disait au début. Donc, tu vois, ce n'est pas manipulation. C'est ce que nous on fait avec nos enfants. Oui, mais mets tes chaussures, on va y aller. Mais ça, c'est la manipulation. Parce que nous, on veut qu'il met les chaussures pour aller plus vite. Et qu'il le veuille ou non, la il veste le pour fera. aller. Donc, on manipule. Non, ça va vite, il faut y aller. En fait, tu vois, Michel, tu as commencé à me donner une remise en question sur pourquoi je fais mon pain moi-même, alors plutôt que je pourrais faire sourire la boulangère. Voilà, exactement. Il me reste, parce que j'aime bien qu'on même termine à l'heure et on a largement débordé, de te remercier. C'était vachement intéressant. Je suppose que c'était la même chose pour les autres. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était une découverte, une expérience. Ça venait de toi et ça nous permet d'explorer d'autres mondes. Ça fait partie aussi du monde. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que toutes tes petites histoires de cascades, de boulangères, ça fait de l'ordre de quelque chose qu'on a entendu chez quelqu'un d'autre. Mais le pire, c'est que c'est des vraies histoires. Hein. On vit tellement, et ça c'est un truc, on vit tellement d'expériences dans la vie, il n'y a même pas besoin d'inventer des trucs. Absolument. Par contre, on n'observe pas assez, on n'observe pas ce qui se passe autour de nous en fait. Et ça, une fois que tu commences à observer, tu te rends compte que tout peut être métaphore en fait. Il me reste à te remercier, à remercier les participants et c'était super intéressant. Et ben voilà. Merci à vous en tout cas. On continue à jouer. Mais oui. Continuons à jouer. Très bon moment de la fin. Merci. Merci. Bonne Ça soirée va. à tout le monde. Un grand merci. Ciao. Merci, bonne soirée. Salut. Merci.